Donc, merci d'abord de m'avoir confié à cette journée d'études. Et vous voyez à l'écran qu'entre-temps, j'ai un peu précisé dans le titre, parce que en fait, c'est ce que je comptais faire dès le départ, la thématique de mon intervention, donc la construction d'une catégorie ethnique au sein d'un État multiculturel. Si on a du temps pour la discussion, ce qui n'est pas certain, on pourra voir, voilà, les questions de catégorie ethnique et État multiculturel, en fait, ont été choisies de manière relativement réfléchie. Alors, comme vous le savez déjà, le pouvoir qu'on appelle lagide ou ptolémaïque est né dans les soubresauts de la dislocation de l'empire d'Alexandre le Grand. Il a été fondé par l'un des anciens lieutenants d'Alexandre, Ptolémée Ier, et entre la fin du IVe siècle avant notre ère et la fin du 1er siècle avant notre ère, il s'est étendu sur un grand nombre de territoires, comme on peut le rappeler sur cette carte que j'ai empruntée à Lauriane Sèvres. Donc l'Égypte, bien entendu, mais aussi à l'ouest la Cyrénaïque, au sud la Nubie, à l'est la Syrie du Sud, ainsi que Chypre, plusieurs îles de l'Égée et une partie du littoral d'Asie mineure et de la Thrace orientale. À ce titre, on peut dire, je pense, que l'empire lagide fut un empire multi-ethnique et multiculturel, ce qui, en soi, cependant, est quasiment tautologique. Plus original sans doute est le fait que le cœur même de cet empire, qui est l'Égypte, ait été lui aussi, dès le départ, multi-ethnique et multiculturel. Il faut en effet garder à l'esprit qu'au moment même de la conquête d'Alexandre en 332 avant notre ère, diverses communautés étrangères, entendues ici au sens de communautés d'origine étrangère, résidaient déjà dans le pays à côté d'une population majoritairement égyptienne. Ceux que la documentation permet de connaître sont pour l'essentiel des orientaux, juifs, phéniciens, syriens, arabes, des éthiopiens, ainsi que des cariens et des grecs d'ionies. Avec le passage du pays sous domination politique grecque, la diversité interne du groupe des immigrants s'accroît de manière significative. Des Grecs venus cette fois de pratiquement tous les rivages du monde grec viennent s'installer dans le pays, accompagnés par d'autres catégories de population, quant à elles non grecques. Parmi ces dernières, des migrants qui venaient de régions qui avaient en fait déjà fourni des contingents d'immigrants précisément au cours de l'histoire de l'Égypte. Je viens de les citer, les Juifs, les Syriens, les Phéniciens, les Arabes, les Grecs. Pour d'autres, en revanche, on peut estimer, sauf si une source vient à être publiée qui nous amènera à adopter une position différente, mais que l'installation en Égypte est une totale nouveauté, comme les Thraces, les Illyriens ou les Gaulois, pour ne citer que ces exemples. On peut donc se demander comment le nouveau pouvoir, lui-même d'origine grecque, dans sa version macédonienne, a géré la diversité ethnique au centre même de son empire, au cœur même de son pouvoir. Il s'agit bien entendu d'une vaste question dont je me propose d'éclairer ici plus précisément un aspect particulier, la construction par les Lagides de cette catégorie des Hellènes, c'est-à-dire littéralement des Grecs. Et je voudrais commencer par rappeler brièvement les conditions d'apparition de cette catégorie des Hellènes, donc des Grecs, dans la documentation et dans l'histoire de l'État lagide. Alors, jusqu'aux années 2000, jusqu'au début des années 2000, l'existence même d'une catégorie collective qualifiée d'Hellènes était essentiellement connue par le document que vous avez à l'écran, une clause de la grande ordonnance royale de 118 avant notre ère, conservée via le papyrus grec Péteptunis 1.5. Cette clause était destinée à organiser un partage de compétences entre les tribunaux royaux
jugeant selon les lois royales et le droit grec, et les tribunaux dits des laocrites, jugeant en égyptien et selon le droit égyptien. Donc ce qui m'intéresse ici est la formule introductive en quelque sorte. Les souverains ont décrété, en ce qui concerne les procès qui opposent les Égyptiens aux Hellènes, à savoir les procès des Hellènes contre les Égyptiens ou des Égyptiens contre les Hellènes, etc. Alors, sur le fond, la décision des souverains a mené à affirmer la compétence des juges égyptiens à propos des contrats rédigés en langue égyptienne, quand bien même ces contrats avaient été conclus par des Hellènes. Même si l'ordonnance de 118 ne nous donne aucune information sur les critères qui servaient alors à définir un Égyptien ou un Hellène, ce qui est intéressant, bien évidemment, ici, c'est de voir que, du point de vue le plus officiel qui soit, à l'échelle de l'État lagide, du point de vue des rois, eh bien, les habitants de l'Égypte relevaient soit de l'une, soit de l'autre catégorie. Nos connaissances sur cette catégorie des Hellènes ont beaucoup progressé depuis 2006, depuis la publication par Willy Claris et Dorothy Thompson d'une série de listes fiscales, toujours sur papyrus, désormais connues sous le nom de P-Count. Ces listes proviennent de Moyenne-Égypte, principalement du Fayoum, et elles ont été établies à différents niveaux de l'administration lagide. Certaines d'entre elles enregistrent les habitants maison par maison. Selon la terminologie lagide, il s'agit des listes Kat Oikian. Alors j'ai mis simplement un exemple que je ne détaillerai pas pour que vous voyez comment les choses se présentent. Là, en l'occurrence, c'est pour un petit village, le petit village de Trichomia. Les habitants, maison par maison, sont nommés. Alors à chaque fois, on trouve le nom du chef de la maisonnée et, selon les cas, le nom des personnes adultes qui résident avec lui à titre permanent, uniquement les adultes. Hein. Seuls les adultes sont enregistrés. Et vous pouvez voir rapidement qu'on a ici majoritairement des noms, qui sont en fait des noms égyptiens, mais qu'on voit quelques noms grecs au milieu, vers la fin notamment. Philon, un Philon, fils de Philon, et un Athéna, qui est soit Athénaïs, soit Athénaïos. On a une lacune ici. Alors, l'autre manière d'établir les listes, il y a aussi une autre catégorie de listes, qui sont toujours, selon la terminologie lagide, les listes katethnos. En fait, dans ces listes, les habitants sont, cette fois-ci, comptabilisés par catégorie. Or, 8 de ces listes katethnos, qui sont toutes de provenance fayoumique et toutes datées de la deuxième moitié du IIIe siècle, distinguent clairement les Hellènes comme une catégorie à part du reste de la population. Cette classification se retrouve à tous les niveaux de l'administration, au niveau du nom, qui correspond en fait administrativement à l'ensemble du Fayoum, au niveau de la toparchie, qui est une subdivision du nom, du district fiscal ou du village. Donc cette catégorie a sens à tous les niveaux possibles d'enregistrement des habitants. On pourra noter que, grâce aux données chiffrées qui sont données dans ces documents, les Hellènes à cette époque représentent 16% de la population civile adulte. Les militaires faisaient l'objet de listes séparées. Tout ce qui a été publié dans les P-Count, c'est des civils. Et qu'à côté de cette catégorie, donc à non ethnique, de Grecs, d'Hellènes, on trouve aussi deux autres catégories à non ethniques, les Arabes et les Perses. Ces deux derniers groupes totalisent environ 2% de la population civile adulte, donc beaucoup moins que les Hellènes. Et parmi eux, les Perses correspondent à une catégorie particulièrement énigmatique. Pour ce qui est des Arabes, on trouve en fait parmi les individus qui sont dans les listes catholicanes, maisonnée par maisonnée, on peut identifier par ailleurs par recoupement comme des Arabes, on trouve effectivement des porteurs de noms arabes ou parmi eux des porteurs de noms égyptiens, donc sans doute des Arabes qui étaient installés en Égypte déjà depuis longtemps. Alors que tous les Perses connus, vraiment à de très très rares exceptions près, dans ces listes et dans
dans d'autres documents, portent des noms grecs, sont en fait des porteurs de noms grecs. Et en fait, on a de bonnes raisons de penser que ce sont, plutôt que d'authentiques Perses, des descendants des Grecs qui vivaient déjà en Égypte sous la domination perse. Alors, pour voir concrètement comment les choses se présentent, je vous ai mis ici, donc en reprenant simplement la traduction de Vélé Claris et Dorothy Thompson, l'exemple d'une liste donc établie par un collecteur d'impôts du petit village d'Athénas Comé au centre du Fayoum. La localisation approximative est signifiée donc en orangé sur le site qui vient de l'université de Leuven. Donc il s'agit du P-Count 30, dressé en grec entre 254 et 231, et qui commence, comme on le voit, d'abord par un dénombrement collectif, tous les habitants du village, 153 personnes, avec un décompte qui est fait entre les hommes et les femmes. Ensuite, le collecteur d'impôts a identifié les Hellènes. On apprend qu'il y a 14 Hellènes à Trichonia, 7 hommes, 7 femmes. Encore une fois, seuls les civils adultes sont comptabilisés. Les Arabes, 11, dont 7 hommes. Il n'y a pas de Perses qui vivent à ce moment-là à Athénas Comé. Et les autres habitants, dont on peut déduire qu'ils sont égyptiens, sont ensuite enregistrés, eux, par groupe professionnel. Donc on trouve des cultivateurs, scribes de village, producteurs d'huile, etc., etc. Ce même principe d'organisation se trouve, comme je vous le disais à l'instant, à différents échelons administratifs. Dans le P-Count 2, qui est un registre démotique, celui-là, rédigé en égyptien démotique, au niveau d'une toparchie, eh bien, 1823 personnes sont comptées comme grecques sur un total de 10 876 personnes. Vous voyez que les chiffres sont quand même très précis. Il y a également 118 Perses et un nombre indéterminé d'Arabes qui vivent dans cette toparchie. Et puis, dans le P-Count 1, qui regroupe cette fois les informations au niveau du nom entier, toujours pour une période qu'on peut dater approximativement. Alors, les chiffres, on les a pour une année particulière, mais on ne sait pas placer plus précisément cette année dans le temps, sinon de dire que le décompte a été fait entre 254 et 231. Donc, à cette époque, il y avait 7914 Hellènes dans le Fayoum, pour un total de 49 584 personnes civiles adultes qui résidaient dans cette région. Donc, au vu de ces documents, il existe bien, dès le milieu du IIIe siècle, aux yeux de l'administration lagide, une catégorie d'Hellènes, et cette catégorie est incontestablement valorisée, matériellement, mais surtout symboliquement. Tout d'abord, comme on l'a vu dans cet exemple-là, mais ceci vaut aussi pour les autres listes, les Hellènes sont cités en première position, toujours en première position, ce qu'on peut prendre certainement comme un signe révélateur du prestige de ce groupe. Deuxièmement, ils sont aussi exemptés d'une taxe qu'on appelle en grec l'obolon, l'obol taxe des éditeurs, une taxe d'une obole par an. En fait, c'est précisément pour des raisons de comptabilité que les Hellènes sont enregistrées à part dans les listes, parce que les collecteurs s'occupent évidemment de vérifier, de compter à part les personnes qui bénéficient de cette exemption pour réussir à retomber sur des comptes justes. Sur le fond, avec une obole par an, cette taxe ne représente qu'une charge minime, très minime. Il s'agit néanmoins d'une taxe au pouvoir différenciateur fort qui, à certains égards, pourrait être comparée au métoïkion, la taxe qui, à Athènes, servait à identifier les métèques et à les distinguer des citoyens. Un document thébain de même époque nous apprend aussi que les Hellènes, à nouveau identifiés collectivement comme tels, bénéficiaient également d'une exemption de la corvée concernant les travaux des digues et des canaux, auxquels les autres habitants étaient assujettis. En soi, le fait que le nouveau pouvoir
ait cherché à valoriser le groupe dont lui-même était issu et où il a trouvé ses premiers soutiens n'a rien d'étonnant, pas plus que ne l'est l'emploi du terme d'Hélène pour caractériser ce groupe. L'essentiel, la majorité des migrants qui arrivent en Égypte à partir de la conquête d'Alexandre et sous les premiers Ptolémées viennent de fait de régions du monde grec. Alors sur ce point, on peut tout de même noter que la dénomination collective d'Hélène, qui apparaît dans ces listes ou dans l'ordonnance de 218 que je remets un instant à l'écran ici, cette dénomination collective, elle contraste nettement avec la très grande diversité de provenance des immigrants grecs, une diversité de provenance qui est bien connue grâce à une législation officielle imposant d'indiquer son ethnique, donc en grec littéralement sa patris, dans un certain nombre de contextes, en particulier lorsque l'on rédigeait des contrats. À ce jour ont été répertoriés plus de 150 ethniques différents en usage en Égypte, correspondant à des régions du monde grec, pour se limiter aux régions du monde grec. Selon les cas, ces ethniques renvoient à une cité grecque ou à un ethnos grec. Donc on trouve dans les sources toutes sortes de un tel fils de un tel athénien, un tel fils de un tel corinthien, un tel fils de un tel spartiate, mais aussi un tel fils de un tel macédonien, béotien, thessalien, etc., etc. Le fait que les ethniques ne soient pas données pour les Grecs des listes fiscales lorsque ces dernières sont classées, comme dans l'exemple précédent, katoïkianes, ce fait peut surprendre, mais en fait il ne surprend qu'au premier regard. L'explication est à chercher dans le fait que l'État lagide n'était pas vraiment intéressé par la provenance précise des immigrants grecs. Et ceci, on le voit à propos des normes d'identification imposées toujours pour un certain nombre de documents officiels, comme les contrats, aux citoyens des 3 cités grecques d'Égypte, Alexandrie, Nocratis et Ptolémaïs. En effet, les citoyens qui sont eux aussi des nouveaux venus, comme les Grecs qui sont dans le Fayoum, doivent décliner leur identité en indiquant non pas leur ethnique, mais leur démotique, c'est-à-dire qu'ils doivent se référer au nom de leur dème d'appartenance dans leur nouvelle cité. Et le fait de se référer au démotique efface totalement donc l'origine réelle. Lorsqu'on a des Grecs dans les papyrus qui apparaissent avec un démotique alexandrin, là on ne peut pas du tout savoir si d'origine ils sont athéniens, macédoniens, etc. On peut donc en déduire que la raison d'être des ethniques n'était pas tant de savoir vraiment d'où venaient les Grecs établis en Égypte, mais qu'il s'agissait simplement de permettre l'identification précise des personnes dans tous les cas où une telle identification était nécessaire. Or, précisément, dans les listes fiscales, l'identification est assurée et garantie par les agents de l'État eux-mêmes, parce que ce sont eux qui vont maison par maison vérifier qui habite dans chaque maison et vérifier l'identité des contribuables. Alors, plus étonnant sans doute, et ce sera mon deuxième point, est l'intégration précoce à cette catégorie des Hellènes des immigrants d'origine non grecque. Dès la publication de l'ordonnance de 118, les premiers commentateurs avaient déduit de la bipartition ici opérée entre Hellènes et Égyptiens que les nombreux immigrants non grecs, également arrivés dans le contexte de la conquête et connus par toutes sortes de documents, devaient à cette époque être comptés comme Hellènes. Autrement dit, étaient alors considérés comme grecs par le pouvoir, des gens qui ne l'auraient certainement pas été par les Grecs de l'époque classique. Cette hypothèse trouvait confirmation dans le fait que ces immigrants non grecs d'origine étaient eux aussi dotés d'un ethnique
en contexte officiel, notamment dans les contrats, alors qu'il n'existe pas pour les Égyptiens d'ethniques égyptiens remplissant des fonctions équivalentes d'identification. On trouve ainsi dans la documentation directe, à côté des un tel, fils de un tel, athéniens, corinthiens, macédoniens, etc., des un tel, fils de un tel, juifs, syriens, sidoniens, galates, etc. Et à ce titre, on peut estimer que l'ethnique, oui, marque bien l'appartenance au groupe des Hellènes, puisque les Égyptiens ne portent pas d'ethnique, n'ont pas à indiquer d'ethnique. Alors sur ce point, les P-count à nouveau sont venus confirmer que l'intégration des immigrants non grecs à la catégorie des Hellènes avait été précoce, car même, comme je viens de le dire, en absence d'ethnique, il n'y a pas d'ethnique dans ces listes, l'origine de certains habitants peut être révélée par le port d'anthroponymes très spécifiques. Et là, je prendrai l'exemple, j'espère qu'on voit suffisamment les noms à l'écran. Donc, l'exemple du P-count 26, qui concerne également le cas du village de Tricomia, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, c'est un registre grec qui date d'une période comprise entre 254 et 231. Tricomia est un petit village qui se trouve aussi au centre du Fayoum, non loin de celui d'Athénas Comé que j'évoquais précédemment. Alors, dans le P-count 26, en fait, plusieurs villages sont dénombrés, et pour Tricomia, les habitants sont enregistrés quartier par quartier. Il semble qu'il y ait 2 quartiers, contrairement à ce que laisse penser l'étymologie du nom du village. 2 quartiers. Dans un de ces quartiers, donc, on a le décompte dont j'ai pris simplement ici le début à l'écran. Donc le décompte des habitants du quartier de Maronne, où habitent au total 132 personnes, dont 89 Hellènes citées en premier. Or, plus de 30 de ces 89 Hellènes portent des noms qui sont clairement des noms juifs ou des noms thraces. On en trouvera un exemple à l'écran avec les premières lignes du décompte opéré au sein de ce quartier. On a d'abord un beau nom thrace qui ouvre la liste, d'Isoulas. Ensuite, plusieurs des noms qui suivent sont des noms juifs caractéristiques, des noms hébraïques qui sont simplement adoptés pour une consonance grecque. Vous reconnaîtrez dans Ioséph, Joseph, Iudaitis, qui est Judith, Salimis, qui correspond à Salomon, Sabbataitis, qui est un nom féminin relatif au sabbat. Alors, en plus de ces noms qui sont des noms très frappants, il est probable aussi qu'on ait en réalité affaire à un certain nombre de juifs aussi parmi les porteurs de noms grecs de cette liste. On sait par exemple que les noms dynastiques, comme ici Alexandros ou Cléopatra, étaient en faveur au sein des communautés juives d'Égypte, tout comme à la ligne 120, le nom Jason, Yazon, pour des raisons d'association consonantique qui pouvaient apparaître comme une adaptation d'un certain nombre de noms hébraïques comme Jacob. Et par ailleurs, le nom extrêmement rare en grec, voire inusité à part ce document, sauf si d'autres sources ont été publiées depuis, Pantagatos, à la ligne 118, qui est probablement une traduction grecque du nom hébraïque Tobia, dieu hébreu. Donc, dès le milieu du IIIe siècle, étaient comptés dans la catégorie des Hellènes, eh bien, ces immigrants d'origine non grecque. Et d'autres éléments permettent de dire que cette intégration ne relevait pas de la simple fiction administrative. On constate en effet un fort mouvement de convergence des pratiques sociales et culturelles chez tous les immigrants. On l'observe en fait au travers d'un certain nombre de marqueurs. Bon, l'un des plus nets, c'est l'abandon des langues véhiculaires au profit du grec, en tout cas dans les sources écrites, mais même dans les sources privées. Épitaphes, dédicaces,
lettres. Adoption de noms grécisants ou de noms purement grecs, intermariage, semble-t-il, entre tous les membres de la communauté des Hellènes, juifs, grecs, thraces, grecs, enfin, on peut établir plusieurs types de corrélations en fonction des exemples qu'on a. Et puis, on peut également évoquer la gestion des conflits de tous ces immigrants, quelles que soient leurs origines, devant les tribunaux grecs. Alors, à l'intérieur de ce groupe d'immigrants non grecs intégrés à la catégorie des Hellènes, le cas des Juifs est à la fois le mieux documenté et le plus curieux, dans la mesure où les Juifs, comme les autres, ont adopté nombre de pratiques grecques, tout en conservant des traits distinctifs, en matière religieuse essentiellement, mais aussi en termes de conscience de la différence. Donc des traits distinctifs sur le plan des pratiques et des traits distinctifs sur le plan de la conscience de la différence. Et à ce titre, le cas des Juifs dans l'Égypte ptolémaïque illustre bien les observations faites par ce qu'on peut appeler les anthropologues de l'ethnicité, Frédéric Barth et ses élèves notamment, dont l'idée centrale, si on veut simplifier à l'extrême, est qu'en matière d'identité ethnique, la frontière prime sur le contenu. Autrement dit, le fait que des groupes affirmant une même origine ethnique peuvent en pratique posséder des traits culturels très distincts, alors que d'autres qui, du point de vue de l'anthropologue, partagent les mêmes traits culturels, se disent être des peuples tout à fait différents. Du côté des éléments de convergence entre les Juifs et les autres immigrants du groupe des Hellènes, on peut noter, comme pour les autres immigrants, l'adoption de la langue grecque, l'adoption d'une onomastique grécisante, comme on le voit ici, ou d'une onomastique purement grecque. On a des Héracléides, des Héracléia, des Démétrios, des Démétria dans des milieux dont on est sûr que ce sont des milieux juifs, donc des noms qui sont dérivés de divinités païennes, des mariages mixtes dès le IIIe siècle et un recours aux tribunaux grecs pour les procès entre juifs. Mais d'un autre côté, les Juifs sont aussi restés fidèles au monothéisme, ce qui, entre parenthèses, n'a aucunement dérangé les Ptolémées, et ont cultivé une conscience d'une identité distinctive vis-à-vis des autres Hellènes. Et je voudrais simplement ici citer un exemple qui est particulièrement étonnant, remarquable. C'est l'exemple de des pétitions, en fait des plaintes, qui ont été retrouvées, publiées en 2001, plaintes sur papyrus, adressées par des juifs et par des juifs aux autorités. Alors je ne rentre pas dans le détail parce que ça nous amènerait un petit peu trop loin sur quelles sont ces autorités, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait dans ces plaintes, qui sont des plaintes à caractère officiel, on a des personnes qui s'identifient avec leur ethnique de juifs, Iudaios, Iudaia, tout en portant des noms grecs et en s'exprimant en grec, et qui surtout invoquent le respect de la loi juive, patrios nomos, même lorsqu'ils ne font que suivre en réalité les pratiques légales habituelles du droit ptolémaïque, et pas du tout les pratiques hébraïques, notamment en matière de pré-intérêt. Donc, femme qui réclame que son adversaire respecte le pré-intérêt de 24% par an de la patrios nomos. Alors ça, c'est le prêt ptolémaïque qui vaut pour l'ensemble de l'Égypte. On est dans de la législation grecque, dans une version ptolémaïque. Cette pratique est conçue en ce terme de patrios nomos et rentre en cohérence avec l'ethnique. Enfin, pour terminer rapidement, ce qui est peut-être encore plus étonnant, c'est le fait que l'État ptolémaïque a aussi ouvert la catégorie des Hellènes aux Égyptiens. Et sur ce point, on observe une assez nette évolution au cours du temps. Les premiers exemples de l'accès d'Égyptiens à la catégorie des Hellènes s'observent dès le IIIe siècle. Ils sont cependant pour cette époque peu nombreux. Pour rester un petit peu dans les mêmes types de documents que ceux que je vous ai présentés,
On a, par exemple, parmi les Hélènes qu'on peut identifier dans le P44, qui est rédigé en démotique, eh bien, 3 porteurs de noms égyptiens, qui viennent manifestement du milieu égyptien. Le premier a un nom et un patronyme égyptien. Enfin, pardon, j'ai dit, bon, ma langue a fourché, mais vous avez compris, je pense. Donc on a un porteur de noms égyptiens et de patronymes égyptiens, ça c'est Pétéconsis, fils d'Imoutès. On a 2 porteurs de noms grecs, mais de patronymes égyptiens, Pasiclès, fils de Némsécis, et Diodoros, fils de Paos, et manifestement ici, donc des Égyptiens d'origine qui viennent d'être intégrés à la catégorie des Hélènes. Le premier exerce une fonction au sein de l'État lagide, il est topogrammate, secrétaire de toparchie. La fonction des 2 autres n'est pas indiquée, mais dans la mesure où leurs frères appartiennent à la police, on peut supposer qu'eux aussi étaient d'une manière ou d'une autre au service du roi. Ce mouvement d'intégration d'Égyptiens à la catégorie des Hélènes s'accentue ensuite nettement à partir du IIe siècle. Kathleen van Dorp a ainsi montré qu'en Haute et en Moyenne Égypte, un grand nombre d'Égyptiens enrôlés en tant que mistophoroi, c'est-à-dire soldats rémunérés par une solde, ça n'a rien à voir avec la notion de mercenaire, soldats dans ce contexte, rémunérés par une solde, qui ne sont pas donc des clérouques, qu'un grand nombre donc d'Égyptiens enrôlés en tant que soldats de ce type avaient été dotés de l'ethnique perse. Donc, il y a là une claire différence avec l'usage de cette ethnique de Perse au IIIe siècle, qui semble bien avoir été attribuée aux Grecs, descendants des familles déjà installées en Égypte. Et le fait que les Égyptiens, désormais qualifiés de Perses officiellement, aient été perçus comme appartenant au groupe des Hélènes, se voit clairement dans la manière dont cette ethnique est rendue dans les sources démotiques. Donc dans les sources rédigées en égyptien, quand on a des sources qui se rapportent au même personnage, on est sûr que ce sont les mêmes, eh bien l'ethnique perse est traduite en fait par Winan, Mesou et Kemi, les Grecs nés en Égypte. Ils font désormais partie des Grecs nés en Égypte. Alors, on connaît également un certain nombre d'Égyptiens qui, à partir du IIe siècle, furent dotés d'autres ethniques que celui de Perse. Je mentionnerai d'abord un cas familier à tous ceux qui ont préparé les concours en histoire ancienne cette année. C'est celui de la famille d'Apollonia, alias Senmontis, la seconde femme du cavalier Driton. Donc pour les non-initiés, il faut savoir que le Driton en question est un des Grecs d'Égypte dont on connaît bien la vie grâce aux archives, ces archives qui ont été retrouvées. C'était un Grec d'origine crétoise, bénéficiant de la citoyenneté de Ptolémaïs, qui s'est d'abord marié une première fois avec une citoyenne de Ptolémaïs d'origine crétoise, comme lui, puis qui, en secondes noces, a épousé, alors qu'il vivait à Patiris, donc dans le sud de l'Égypte, une certaine Apollonia, appelée aussi Senmontis, donc une femme dotée d'un double nom, Apollonia nom grec, Senmontis nom égyptien. Cette femme était la fille d'un homme aussi doté d'un double nom, Ptolémaios alias Pamenos, et dotée également de l'ethnique de Cyrénéens. Apollonia et ses 3 sœurs ont hérité de cette ethnique, comme on le voit dans un document qui date de 136, dont j'ai mis le début à l'écran. Bon, c'est une plainte à nouveau. Apollonia et ses sœurs se présentent donc avec leur ethnique. C'est précisément comme ça que se présente un ethnique dans un document officiel. Donc de la part d'Apollonia, appelée aussi Senmontis, de la part de un tel, cyrénéenne, vivant à Patiris. Pendant longtemps, il y a eu débat sur l'origine de cette famille. S'agissait-il d'une famille égyptienne hellénisée ou d'une famille de Cyrénéens égyptianisés? La question est aujourd'hui close, ou quasi, maintenant qu'on a retrouvé le grand-père. Et là, c'est assez récent parce que
C'est même postérieur à l'édition des papyrus de Driton par Kathleen Van Dort. Donc c'est Kathleen Van Dort toujours et Sophie Webens qui en 2009, en reconstituant les archives de Papyrus, eh bien, ont mis la main sur le grand-père, Harmocrates alias Panas, et surtout sur le titre qu'il porte dans les années 160. Il est Mistophoros, sans avoir apparemment d'ethnique. On a donc manifestement affaire à une famille égyptienne à l'origine, au sein de laquelle soit le grand-père à un stade ultérieur de sa carrière, soit le père a été doté de l'ethnique cyrénaine. Enfin, et ce sera mon dernier exemple, un autre exemple peut être fourni par un autre personnage bien connu des papyrologues, Dionysios alias Plénis, fils de Képhalas, donc un homme qui possède un nom grec, Dionysios, et un patronyme grec, Képhalas, mais qui a aussi un nom égyptien, Plénis, donc double nom grec et égyptien. Il est connu également grâce à des archives qui ont été retrouvées en Moyenne-Égypte, cette fois-ci. Ce personnage, quand il apparaît dans la documentation, apparaît avec l'ethnique perse. Mais après 105, il change d'ethnique, il devient macédonien, et au même moment, son frère Paésis est libyen, devient libyen. Donc on a manifestement ici l'obtention d'ethnique qui renvoie à l'incorporation de deux frères dans des corps d'armée différents. L'un a été doté de l'ethnique de macédonien et l'autre de libyen. Alors, pour conclure, on pourrait souligner le fait que, confrontés dès les premiers temps de l'établissement de leur dynastie à une situation de diversité ethnique, les Ptolémées ont fait des choix intéressants. Le premier a été d'intégrer précocement les immigrants non grecs au groupe des immigrants grecs, dont eux-mêmes étaient issus. Le second, d'ouvrir ce groupe aux Égyptiens en quête de promotion sociale. À cet égard, il est important de bien noter que le pouvoir lagide n'a pas cherché à faire de tous les Égyptiens des Hellènes. Il est bien connu que, dans certains contextes, eux-mêmes se mettaient en scène en tant que pharaons égyptiens, et ils ont aussi pratiqué une politique de respect vis-à-vis des coutumes locales. Il n'y a pas plus d'impérialisme culturel dans l'Égypte des Ptolémées que dans l'Empire perse, comme je l'avais montré. Alors il est plus difficile, bien entendu, de savoir jusqu'à quel point cette appartenance à la catégorie des Hellènes faisait sens pour les intéressés eux-mêmes. Du côté des immigrants non grecs, on peut supposer que le fait d'être sans doute très vite, peut-être même dès le départ, intégrés dans une même catégorie et de bénéficier d'un traitement commun avec les Grecs a contribué au phénomène d'intégration interne et de convergence des pratiques, et ce, d'autant plus que ces immigrants non grecs étaient pour la plupart matériellement coupés de leur communauté d'origine. Le cas des Juifs, néanmoins, suffit à montrer que certains ont pu garder la conscience d'une identité spécifique au sein même de la communauté des Hellènes. La situation des Égyptiens devenus hellènes est encore plus difficile à cerner compte tenu du fait qu'eux continuent à vivre dans leur environnement d'origine et compte tenu aussi du dynamisme de la culture égyptienne à cette époque. Alors évidemment, on aimerait savoir si la seconde femme de Driton, Apollonias Montis, ou si Dionysios, fils de Képhalas, se sentait davantage grec ou égyptien, mais nous touchons là, bien entendu, aux limites de l'enquête anthropologique sur les questions d'identité ethnique lorsqu'on mène une telle enquête à partir des sources écrites ou des témoignages matériels. Privés que nous sommes des deux outils principaux des investigations des anthropologues, l'observation directe et le questionnement des intéressés. Et je vous remercie.